Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cyril Poy, comme c'était écrit sur l'écran. Et lorsqu'il y a quelques semaines, j'ai choisi comme thème d'intervention de passer d'un marché de l'offre à un marché des besoins, c'est possible et c'est nécessaire. J'étais loin de m'imaginer en fait que les annonces données à partir de dimanche soir et puis plus institutionnellement hier soir par la Première ministre me donneraient autant raison. Si on y regarde de plus près, au-delà des annonces techniques, parce que quand même ce plan, c'est quand même pas mal d'annonces techniques, notamment une annonce non négligeable, qui est le rachat par la Caisse des dépôts et par Action Logement de 47 000 logements qui restent sur les bras des promoteurs actuellement. C'est bien donc au-delà de ces annonces, c'est bien un coup d'accélérateur assez formidable vers un marché des besoins que le gouvernement vient de réaliser en annonçant la suppression du Pinel. Pour comprendre ce qui est à l'œuvre avec cette suppression du Pinel, il faut revenir presque 40 ans en arrière. Certains d'entre vous dans la salle n'étaient pas nés peut-être. En 1984, lorsqu'apparaît le premier dispositif de défiscalisation dans le neuf qui cible la production d'une offre de logements locatifs intermédiaires et destinée aux ménages privés. Il s'agissait du MEAGNORI. Généralement, tous les dispositifs ont le nom du ministre du Logement en titre. L'objectif de ce dispositif, comme de tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au Pinel, était de soutenir à la fois la production de l'offre de logement, mais également de stimuler l'offre de logements locatifs intermédiaires en proposant donc de défiscaliser une partie de ses revenus en contrepartie d'un loyer plafonné. Une intention fort louable, mais ce soutien à la production de locatifs intermédiaires est devenu, au fil des années, un facteur de distorsion entre l'offre des promoteurs qui vendaient ces logements neufs au détail et la demande réelle de ménages, et notamment de ménages occupants, qui a organisé une sorte de compétition entre les propriétaires occupants et les investisseurs. Avec, pour conséquence remarquable et assez funeste, une standardisation et donc une baisse de la qualité d'usage des logements produits. Pour ceux que ça intéresse, sur cette histoire de standardisation et de baisse de qualité d'usage, je les renvoie au excellent rapport fait par à la fois Idéal sous la haute autorité de Catherine Sabat et le rapport Girometti-Leclerc qui décrivent très très bien ce phénomène de standardisation à l'œuvre depuis une quarantaine d'années. Dit autrement, l'État français en 1984, croyant bien faire, a mis en place un outil d'une incroyable efficacité, complètement addictif pour la promotion immobilière et pour les investisseurs privés, et qui a détourné les promoteurs de leur clientèle naturelle que représentent les propriétaires occupants pour les amener à considérer avec le même intérêt celle des investisseurs. Non, ça c'est l'autre. Ok. Donc ça c'est juste un rappel de la prod sur quelques années. En gros on est logement autorisé autour de 405 000 par an. On voit que les différents présidents ont eu quand même des productions assez proches pour les 3 derniers, avec une exception, Jacques Chirac, qui a été celui qui a le plus produit et celui qui a le moins produit en même temps. Donc Jacques Chirac est vraiment, de ce point de vue-là, assez exceptionnel. Il a à la fois le moins produit de logement et le plus produit de logement. Et donc le rappel de tous ces dispositifs en bas sur le graphique. Les dispositifs de type Pinel, c'est complètement unique en Europe et ailleurs aussi. Il n'y a qu'en France qu'on soutient autant l'investissement privé dans le locatif intermédiaire. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le marché des besoins, puisque c'est quand même de ça dont je viens vous parler. J'y viens tout de suite. Ce marché du logement défiscalisé, il a fortement impacté la façon dont on produit et surtout dont on pense la production du logement. Et c'est là, à notre avis, que se joue l'essentiel. Au lieu d'étudier les besoins réels des ménages désirant accéder à un logement pour y habiter, que ce soit en termes de typologie, de prix, donc de prix aussi abordables, d'aménagement intérieur et des diverses aménités qui constituent un bon logement, les promoteurs se sont concentrés sur la clientèle des investisseurs qui, c'est vrai, sont plus prompts à s'engager dans l'achat d'un logement en VFA et également moins regardants sur la qualité du logement pour la simple raison qu'ils ne vont pas y vivre mais qu'ils vont le louer. Et tout le monde sait que dans les zones tendues auxquelles était réservé ce type de dispositif, le moindre logement se loue et il n'y a pas vraiment de problème. Et on est arrivé à une situation complètement incroyable alors que le moindre paquet de céréales
vendu 4 € nécessite des études de marché extrêmement coûteuses, avec des focus group où on commence 50 fois pour savoir si le petit logo, il faut le placer en bas à droite de la boîte, et s'il doit être vert, rouge et tout ça. En fait, le logement, qui constitue l'achat essentiel dans la vie d'un ménage, non seulement en termes de montant financier, mais aussi en termes d'investissement affectif, n'a jamais fait l'objet de sérieuses études de marché. Alors, certains ici, éventuellement, pourraient me dire « Mais non, Cyril, tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai, il existe des études de marché, on programme des opérations en fonction de ces études et on arrive à bien les programmer. » Je leur répondrai que non, il n'existe pas de véritables études de marché. Il existe des études de valeur qui, c'est vrai, ont une utilité, mais aucune véritable étude de marché. Car comment, aujourd'hui, analyse-t-on la programmation d'une opération de logement sur tel ou tel projet? En fait, les études actuelles, ce que j'appelle moi des études de valeur, ont une approche plus quantitative que qualitative. Elles s'appuient sur deux types de données essentiellement. À la fois les données de l'INSEE sur les évolutions démographiques, le desserrement des ménages, la baisse tendancielle du nombre de personnes par ménage, enfin tout ça, les revenus par décile également. Le seul problème, c'est que ces données sont datées. Dans le meilleur des cas, les données de l'INSEE que l'on peut exploiter, elles ont 3 ou 4 ans. Je vous rappelle que depuis 3 ans, nous avons eu une crise sanitaire, plusieurs confinements, un essor phénoménal du télétravail, une crise énergétique, soit des événements qui ont sensiblement modifié le regard des Français et leurs attentes en matière de logement. Ces études s'appuient aussi sur d'autres types de données, et notamment sur la comparaison d'indicateurs des projets en cours de commercialisation sur un secteur, c'est-à-dire quelle est la granulométrie de tel projet de Tartampion Promotion qui a fait un immeuble juste à côté du mien, son taux d'écoulement, ses grilles de prix, éventuellement la part de défisque là-dedans. Or, ces derniers indicateurs sont en partie biaisés. Certes, ils attestent d'une certaine potentialité de commercialisation de l'opération, puisqu'ils se réfèrent à des opérations qui ont plus ou moins marché sur le secteur, mais sur la base d'une offre qui est taillée pour moitié pour les investisseurs. Parce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est où? Hop, non en fait, là c'est sur 95 à 2021 ou 2022, en fait, les 100 000 en moyenne logements neufs vendus au détail chaque année partent pour 50% chez les investisseurs et 50% pour les propriétaires occupants. Voilà, le propriétaire occupant pèse aussi aujourd'hui la même chose qu'un investisseur. Donc certes, ces études attestent une certaine potentialité, mais sur la base d'une offre taillée pour les investisseurs, T1, T2, T3. Les typologies produites par ces études correspondent-elles à la demande locale de ménages qui souhaiteraient accéder et habiter, et qui en plus en auraient les moyens? C'est ça le plus incroyable. En fait, tout le monde s'en moque. Comme tous les logements se vendent, et que ceux à qui en Pinel sont loués, parce qu'il n'y a pas de logement, donc n'importe quel logement se loue, rares sont les professionnels de l'immobilier à se poser la question. En fait, ce n'est pas leur sujet, et il aura fallu cette double crise de la demande et cette crise de l'offre pour que le sujet revienne dans les conversations des professionnels. Un des ateliers du CNR proposait même de créer un outil qui permette de bien recenser les besoins, parce qu'on sent qu'on a un vrai souci aujourd'hui avec les besoins. Et c'est dans ce sens-là que le Pinel peut représenter une aubaine. C'est juste revenir au premier métier des promoteurs immobiliers, qui est de construire pour les gens qui ont vocation à habiter le territoire, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils vont pouvoir s'insérer dans des dynamiques socio-économiques locales, et non pas forcément consacrer la moitié de leur production à de l'investissement. Le sujet de l'adéquation de l'offre aux besoins réels des territoires, c'est en revanche le sujet essentiel des maires, mais aussi des ménages qui ne trouvent pas de logement à acquérir sur leur territoire, sur leur bassin de vie et sur leur lieu de travail ou près de leur lieu de travail. C'est aussi celui des entreprises qui peinent aujourd'hui à recruter, notamment, essentiellement en raison de problématiques liées au logement. Et c'est aussi notre sujet chez les Citizens, puisque depuis notre création en 2015, nous avons toujours fait de l'adaptation de l'offre aux besoins notre ADN, d'abord en nous intéressant à des projets d'habitat participatif que l'on accompagnait en autopromotion, et aujourd'hui avec la plateforme que je vais vous présenter, Welcome, qui est une plateforme de programmation et de pré-commercialisation participative qui permet de rendre n'importe quelle opération de promoteur immobilier participative, c'est-à-dire que ce sont les futurs accédants qui vont la programmer, et en même temps on va en profiter pour repérer quels sont ces futurs accédants et en faire de nouveaux prospects.
Alors Welcome, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui produit une offre adaptée aux besoins réels, avec laquelle nous sommes en mesure de programmer extrêmement finement tout projet de logement, quantitativement, qualitativement, à partir des attentes réelles de ménages qui sont en recherche active aujourd'hui, là maintenant, d'un logement. C'est-à-dire qu'on ne se réfère pas à des data qui datent de plusieurs années. On sait que les territoires ont des dynamiques, notamment en matière d'emploi, en matière d'attractivité aussi, qui peuvent être complètement modifiées, qui avec l'arrivée d'un TGV, qui avec l'arrivée d'un entrepôt Amazon qui va créer quelques emplois. Enfin voilà, là on est vraiment dans qu'est-ce que souhaitent les ménages à l'instant T0. Donc ça permet de programmer une opération. On produit des études programmatiques avec l'ensemble des typologies, bien sûr, et autres types de programmes aussi, hein, vous le verrez tout à l'heure. Et tout cela, on fait ça, on enquête avant PC, de telle manière à ce que le promoteur et la maîtrise d'œuvre puissent adapter le projet aux besoins qui ont été identifiés. Décidément, je me trompe toujours de bouton. Alors, Welcome, ça apporte des garanties majeures. D'abord pour les promoteurs, parce que on a de véritables études de marché, là pour le coup, qui sont réalisées à partir d'une demande réelle, avec un échantillon qui est extrêmement ciblé, puisque ce sont des gens qui sont en recherche active de logement sur le secteur et qui sont intéressés par cette opération. On a une programmation avec, sur la base de 60 items en version de base, c'est-à-dire qu'on pose 60 questions. Ces 60 items vont nous permettre de développer en version de base, là encore, 120 indicateurs de programmation, et on peut aller bien au-delà, puisqu'on a la capacité de poser des questions spécifiques pour chaque projet. Bien évidemment, on a un accompagnement sur mesure de nos clients, que ce soit des promoteurs ou des aménageurs. On travaille aussi avec des aménageurs. On a une extension de la période de visibilité du projet entre 1 an et 1 an et demi, puisqu'on livre nos études 2 à 3 mois avant le dépôt du PC. Donc le projet existe publiquement sur la toile, et puis on fait de la communication aussi, du web marketing et de la communication publique. Le projet existe dans la tête des gens bien avant qu'il soit mis en commercialisation, ce qui nous permet de stocker des candidats, c'est-à-dire de futurs accédants. Et c'est aussi un atout pour la compréhension des marchés hors Pinel, mais c'est aussi un atout pour la compréhension des marchés tout court, puisque fin 2025, il n'y aura plus de Pinel, d'après ce que nous a annoncé le gouvernement. Welcome fait aussi du bien au territoire, parce que ce sont des opérations qui répondent à la demande réelle des territoires. Et une demande qui est aujourd'hui non satisfaite. Ça a été prouvé par différentes études. Il y a des gens qui ont les moyens d'accéder, qui ne peuvent pas accéder, parce qu'il n'y a pas d'offres qui correspondent spécifiquement à leurs besoins. Ça donne place à une plus grande part de logements familiaux. Donc là, on voit bien que le Pinel a phagocyté une partie de l'offre au détriment de logements familiaux. Et une famille, c'est important dans un territoire. Ça travaille, ça consomme, ça investit aussi le milieu associatif. Enfin voilà, ça fait partie de toutes ces dynamiques socio-économiques. Et une plus grande part de propriétaires occupants aussi. Et ça livre également énormément de data sur la sociologie des ménages et également des choses qui permettent de programmer les équipements publics. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste quelques datas comme ça qui permettent de comparer une granulométrie initiale par rapport à une granulométrie Welcome. Là, sans entrer dans le détail, bon, on fait baisser la part de T2 et de T3, et on augmente les T4, T5, et on a décelé une demande de T6. Et cette demande de T6, vous allez me dire, mais c'est pas possible, on ne fait pas de T6. C'est vrai, on ne fait pas de T6 aujourd'hui. Dans la promotion immobilière, il n'y a quasiment pas de T6. Sauf que là, il y a une demande de T6 avec des gens qui ont les moyens, où monsieur et madame sont des cadres supérieurs, ils ont 3 ou 4 enfants, ils font du télétravail, ils ont besoin d'un T6. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que, vous allez le voir, là, on voit qu'ils demandent à être positionnés. Alors, ici, on est sur l'ensemble des sondés, ici, les propriétaires occupants, et ici, les investisseurs. Et vous remarquerez dans les slides suivantes que les propriétaires occupants et les investisseurs, ils veulent rarement les mêmes choses, à part 2-3 choses, notamment l'aménagement de la cuisine. Là, ce qu'on voit, c'est que 27% des propriétaires occupants veulent être au rez-de-chaussée. Slide suivante, on voit que 27%, c'est très conséquent, veulent un jardin. 27% voulaient être au rez-de-chaussée, 27% veulent un jardin. Et quand on regarde qui veut un jardin, en fait, généralement, les apparts qu'on met en bas, c'est les petits apparts. En fait, qui veut un jardin, c'est ceux qui veulent un T5 et un T6. C'est-à-dire que les logements familiaux, que d'habitude, la promotion immobilière et tous les commercialisateurs de logements disent « mais non, il faut les mettre là-haut, avec une belle terrasse et tout ça », en fait, toutes les personnes de ce projet qui souhaitaient un grand logement veulent être en bas, avec un jardin, et en plus, ils veulent être... donc là, ils veulent une baignoire, mais bon, enfin, on passe sur la slide, l'aménagement de salle de bain. Et en plus, ils veulent une cuisine plutôt fermée,
Hein, ils sont seulement 38% à demander une cuisine ouverte, mais 12% à vouloir une cuisine fermée, 19% fermable, c'est-à-dire avec une... Hop, mon temps est un petit peu dépassé, comme on avait un petit peu d'avance, je vais gratter les minutes qui restent. Une cuisine fermable, c'est une cuisine avec une fenêtre qu'on peut fermer, hein, ce n'est pas une cuisine noire, ou une cuisine à cloison mobile. Également, les propriétaires occupants sont extrêmement attirés par le duplex. Hein. En fait, ces gens qui voulaient être au rez-de-chaussée, avoir un jardin et avoir une cuisine plutôt fermable, ils sont ultra d'accord pour un duplex, 36%. Et il y en a 20 qui disent pourquoi pas. Donc on a un potentiel de 56% de duplex. Pour un investisseur, le duplex, ça n'intéresse absolument pas. Hein. C'est 5%. On comprend parce que c'est de la surface en moins qui est moins louée. Enfin, les raisonnements ne sont pas du tout les mêmes. Mais pour une famille, un duplex, c'est important parce que ça permet de dispatcher les usages de l'appartement, hein, les pièces, les chambres en haut et les pièces de vie en bas. Ça, c'est juste une slide pour montrer qu'on peut programmer les espaces partagés. Quand il y a des espaces partagés dans un projet, on peut arriver à les programmer extrêmement finement. On a des outils qui nous permettent d'analyser très finement ce que veulent les personnes, l'ensemble des futurs réservataires en termes de programmation. Et c'est assez plébiscité. Hein. 80% des gens sont prêts à partager des espaces, des services, des activités avec leurs voisins. Donc on voit qu'on peut déjà faire préexister une petite communauté avant même la livraison de l'opération. Je vous le disais, on fournit aussi des datas territoriales, enfin en tout cas qui intéressent les collectivités locales, tout simplement en faisant une image de quelle est la population qui s'intéresse à ce projet. Là, on voit par tranche d'âge, on a repris les tranches d'âge de l'INSEE, qui s'intéresse à ce projet, voilà, c'est dispatché, et également le nombre de personnes par ménage de ces différents groupes. En l'occurrence, c'était une opération qui était sur le plateau de Saclay. On se rend compte que, en gros, 50% des personnes qui se projettent dans l'opération sont du plateau de Saclay, soit elles y habitent, soit elles y travaillent, soit elles y habitent, elles y travaillent. Mais 50% viennent d'ailleurs, et c'est souvent un ratio que l'on retrouve, c'est-à-dire que c'est pareil, hein, ces études de valeur, elles regardent les déciles des revenus des ménages de la commune, mais en fait, bien souvent, 50, voire même plus, hein, 75% des futurs acheteurs viennent d'ailleurs. Donc là encore, la pertinence de ces études ne sont pas forcément très intéressantes. Une petite vidéo pour ceux qui n'auraient rien compris à ce que j'ai raconté. Ça dure 1 minute. Merci de votre attention. Donc, juste pour résumer, le passage d'un marché de l'offre à un marché des besoins, c'est possible. Nous, on a un outil qui le permet et qui en plus fait économiser de l'argent en termes de frais de commercialisation, ce qui est pas mal dans la période actuelle. On pense que c'est aussi nécessaire. Je parlais tout à l'heure des impacts socio-économiques d'une population qui est logée sur son territoire, bassin de vie et bassin d'emploi. Ça apporte d'énormes externalités positives pour les territoires. Tout le monde a y gagné, les ménages, les territoires, les employeurs aussi, et les professionnels de l'immobilier. Donc, qu'attendons-nous pour bien faire? Maintenant, vous pouvez nous rejoindre. On est le 3e stand en sortant, les Citizen, c'est le stand 16. Merci encore une fois de votre attention.